Avant lui, un ordinateur c'était une grosse boîte grise réservée aux ingénieurs. Après lui, c'est devenu un objet de désir. Avant lui, on écoutait de la musique sur des piles de CD. Après lui, on a mis 1000 chansons dans sa poche. Avant lui, le téléphone servait surtout à téléphoner. Après lui, il est devenu le centre de notre vie numérique. Steve Jobs n'était ni le meilleur ingénieur, ni le meilleur programmeur. Mais il avait quelque chose de beaucoup plus rare. Un sens presque obsessionnel du détail, une vision radicale de ce que la technologie pouvait apporter aux gens, et une capacité à convaincre des équipes de tout donner pour cette vision. Derrière la légende Apple, il y a un ado adopté, attiré par la contre-culture, capable de marcher pieds nus dans les bureaux, et en même temps impitoyable quand il s'agissait de produits et d'exigences. Dans cette vidéo, on va décortiquer la trajectoire de Steve Jobs, du garage de la Silicon Valley à la scène des keynotes, du fondateur écarté à son retour triomphal, de l'ordinateur au smartphone qui a changé la planète. Steve Jobs naît en 1955 à San Francisco, mais il est adopté très tôt par un couple modeste, Paul et Clara Jobs. Paul, mécanicien bricoleur, lui apprend à aimer les objets bien faits, un travail propre, un intérieur soigné, même pour les parties qu'on ne voit pas. Steve retiendra la leçon pour la vie. L'arrière du meuble doit être aussi beau que l'avant. En grandissant dans la Californie des années 60, Steve est pris entre deux mondes. La technologie naissante des laboratoires et des premiers ordinateurs, et la contre-culture hippie, l'Orient, la spiritualité, les drogues psychédéliques. Il lit des livres de philosophie orientale, part en Inde, expérimente le LSD et se forge une intuition. La technologie ne doit pas être froide et distante, mais profondément humaine, presque spirituelle. Au lycée puis à l'université, Steve se rapproche d'un autre génie, Steve Wozniak, Woz, ingénieur brillant. Les deux traînent au Homebrew Computer Club, un club de passionnés qui bidouillent à des ordinateurs dans des garages. Woz conçoit ce qui deviendra l'Apple I. Pour lui, c'est un projet de geek. Pour Jobs, c'est une opportunité. Il pousse Woz à le vendre, négocie avec un magasin d'informatique local et trouve un nom simple, mémorisable, presque enfantin, Apple. Le siège social? Le fameux garage des Jobs. L'Apple humain est un produit de niche, mais l'Apple II qui suit est une bombe. Ordinateur prêt à l'emploi, coloré, plus accessible, qui se vend par centaines de milliers d'exemplaires. Apple entre en bourse. À 25 ans, Steve Jobs est multimillionnaire. Mais la suite sera tout sauf linéaire. Voix off. Au début des années 80, Jobs visite le centre de recherche Xerox PARC. Il y découvre quelque chose de révolutionnaire, une interface graphique avec fenêtres, icônes et souris. Pour lui, c'est l'avenir. De retour chez Apple, il lance le projet Macintosh. Le Mac doit être plus qu'un ordinateur, un objet beau, intuitif, presque amical, un outil pour les créatifs, graphistes, musiciens, écrivains. Jobs veut tout contrôler, le design, les polices, les sons, le packaging, les pubs. Son style est inspirant et brutal. Réunion où il peut détruire un travail en une phrase. Changement de direction de dernière minute. Pression maximale sur les équipes. En 1984, la pub 1984 d'Apple, réalisée comme un court-métrage, fait l'effet d'une bombe. Apple se présente comme la marque qui va briser Big Brother. Le Mac sort. Il est en avance sur tout, mais les ventes restent en deçà des attentes. Le PDG John Sculley, qu'il a contribué à recruter, entre en conflit ouvert avec lui. En 1985, Steve Jobs est évincé d'Apple, la société qu'il a cofondée. Voix off. Pour le grand public, c'est la fin. Pour Jobs, ce n'est qu'un chapitre. Après son départ, il crée Next. Objectif, des ordinateurs haut de gamme pour universités et labos. Les machines sont magnifiques, puissantes et trop chères. NXT ne décolle jamais vraiment commercialement, mais son système, lui, est en avance. Parallèlement, Jobs rachète une petite division de Lucasfilm, un studio d'animation qui deviendra Pixar. Pendant des années, Pixar perd de l'argent. Les investisseurs doutent, certains se moquent. Puis arrive Toy Story,
premier long métrage 3D de l'histoire. Succès planétaire. Pixar devient un studio culte, enchaîne les hits, et Jobs devient milliardaire, dans le cinéma. C'est le Jobs de l'ombre, celui qui essuie des échecs, investit, pivote, attend, tout en accumulant des compétences loin des projecteurs. Voix off. Fin des années 90, Apple est à genoux. Trop de produits, pas de vision claire, des pertes financières, une image poussiéreuse. En 1996, Apple rachète NXT pour son système d'exploitation. Avec NXT revient Steve Jobs. D'abord conseiller, puis CEO intérimaire, puis CEO tout court. Sa première décision, simplifier. Il supprime des gammes entières, réduit le catalogue à quelques produits ciblés, pro, grand public, portable, bureau. En parallèle, il relance l'identité avec une campagne. Think Different. Sur les affiches, Einstein, Gandhi, Picasso, les fous qui changent le monde. Apple se repositionne comme la marque de ceux qui osent à penser autrement. Puis arrive l'iMac, ordinateur tout en incoloré, translucide, design. Il choque les puristes et séduit le grand public. Apple redevient cool. Voix off. Une fois Apple sauvé, Jobs attaque la musique. Le piratage explose, les majors paniquent, les lecteurs MP3 sont moches et compliqués. Apple sort l'iPod. Design minimaliste, molette cliquable, slogan simple, 1000 chansons dans votre poche. Mais le coup de maître, c'est l'iTunes Store. Achetez légalement un morceau en quelques clics. Pour l'utilisateur, c'est fluide. Pour l'industrie musicale, c'est un changement de pouvoir. Une grande partie de la distribution passe par Apple. Apple devient une marque de culture, plus seulement de tech. Voix off, le vrai séisme arrive en 2007. Steve Jobs monte sur scène, col roulé noir, jean, basket. Il annonce 3 produits. Un iPod à grand écran, un téléphone révolutionnaire, un terminal internet. Puis il répète « joue avec la salle », avant de révéler que ces 3 produits ne sont en fait qu'un seul appareil. L'iPhone. Clavier physique, disparu. À la place, un écran tactile multipoint. Navigation au doigt, interface fluide. Navigateur enfin utilisable. Un peu plus tard, l'App Store ouvre ses portes. Des milliers de développeurs créent des applications. Le téléphone devient une plateforme. En quelques années, c'est un basculement total. Travail, amour, loisirs, argent, tout passe par ce petit rectangle lumineux. Voix off. Steve Jobs n'est pas le meilleur développeur de la salle. Son arme, c'est le récit. Ses keynotes sont construites comme des films. Début calme, montée de tension, twist, one more thing. Ses équipes parlent d'un champ de distorsion de la réalité. Avec lui dans la pièce, l'impossible semble juste, difficile. Les ingénieurs acceptent des délais intenables, parce qu'il parvient à les persuader qu'ils vont y arriver. Ce pouvoir a des effets spectaculaires, des produits incroyables livrés dans les temps, mais aussi de l'épuisement, de la peur, des départs douloureux. Voix off. Travailler avec Steve Jobs n'a jamais été confortable. Il peut balayer des mois de travail en une phrase, c'est nul et tout est à refaire. Mais cette exigence fait naître une culture unique chez Apple. Obsession du détail, simplicité radicale, intégration parfaite, matériel plus logiciel, refus du à peu près. Il prend des décisions que tout le monde juge folles. Pas de stylet sur l'iPhone, pas de clavier physique, un seul bouton sur la face avant. Son idée ? Les gens ne savent pas toujours ce qu'ils veulent jusqu'à ce qu'on le leur montre. Voix off. En 2004, Jobs annonce un cancer du pancréas. Il se fait opérer, revient, repart, revient encore. Malgré la maladie, il continue de présenter iPhone, MacBook Air, iPad, souvent très amaigri, mais toujours tranchant dans ses phrases. En 2011, il démissionne de son poste de CEO, reste président du conseil, puis décède quelques mois plus tard, à 56 ans. Son héritage se voit partout, dans la forme de nos smartphones, dans la place du design au cœur de la tech, dans l'idée qu'une entreprise peut être à la croisée de l'art et de l'ingénierie. Pour le meilleur comme pour le pire, Steve Jobs a contribué à faire de nos écrans le centre de notre quotidien. Voix off. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de Steve Jobs quand on est soi-même entrepreneur ? 1. Le produit d'abord. Commencer par l'expérience, pas par Excel. 2. La simplicité comme arme. Avoir le courage d'enlever, pas seulement d'ajouter. 3.
Le pouvoir du récit. On n'achète pas des specs, on achète une histoire. 4. Le coût humain. Son exigence a sorti des merveilles et cassé des gens. À nous de trouver le bon équilibre. 5. Pensée écosystème, pas produit isolé. Ordinateur, musique, téléphone, service, tout connecté. Steve Jobs n'était ni un saint ni un monstre. C'était un entrepreneur radical, capable de tordre une industrie autour de sa vision. Si tu veux continuer à explorer les trajectoires des entrepreneurs de légende, abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire quel produit de Steve Jobs a le plus changé ta vie. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.